Bonjour, je suis avec Kate Alveau à Portneuf dans sa maison en ballot de paille et aujourd'hui je vous offre l'occasion de connaître un petit peu quel est son projet de maison écologique, mais avec le point de vue d'une maison construite avec le concept de ballot de paille. Alors Kate, en quelle année a commencé ton projet de maison? On a commencé à construire la maison en 2011. On a été principalement 2 personnes pendant 3 ans à construire la maison avec des bénévoles qui venaient ici et là. Okay. Et donc, disons, je la considère pas finie, mais disons qu'elle était à peu près dans le même état que vous la trouvez maintenant depuis fin 2013. Ouais. OK. 2 ans et demi, disons. OK. Donc, en 2011, c'est le début de la construction? Avril 2011. Puis donc, combien de temps avant a duré les préparatifs ou la conception? On a commencé à faire les plans de la maison en début 2011. OK. Donc, oui. Début 2011, vous avez trouvé le terrain, puis vous avez... On avait déjà acheté le terrain un an auparavant. OK. 2010. Ouais. Donc, pourquoi choisir le ballot de paille? En fait, nous, on avait suivi une formation d'éco-construction en Ontario avec Chris Magwood. Puis, on avait appris comme un peu plein de différentes techniques de construction écologique. Puis, il y a beaucoup d'options. Nous, ce qui nous concernait, c'est d'avoir une maison qui respirait. Donc, c'est une maison qui laisse transpirer l'humidité naturellement vers l'extérieur. Donc, ça aurait pu se faire avec différents matériaux comme le chanvre chaud aussi, le ballot de paille, etc. Nous, on a choisi le ballot de paille parce que c'est plus accessible ici au Québec. C'est plus facile, c'est un peu moins cher aussi que le chanvre chaud. OK. Peut-être surtout à l'époque ou maintenant encore le chanvre chaud? Maintenant encore, le chanvre chaud, c'est encore... le chanvre, il n'y a pas beaucoup de culture de chanvre au Québec. Ça commence, mais c'est pas répandu. Puis ici, dans la région, surtout, c'est facile de trouver des ballots de paille, puis c'est moins facile de trouver du chanvre. Est-ce que tu as dû faire sécher les ballots de paille, les acheter d'avance ou tu as pu trouver du sec ou... Quand on achète des ballots de paille, c'est important de parler à l'avance avec le fermier avant qu'il les fasse pour s'assurer qu'il va faire sa coupe puis il va les faire pendant une période de sécheresse. Donc, au moins 2-3 jours de sécheresse avant de faire sa coupe pour s'assurer que les ballots soient déjà à un taux d'humidité de 20% ou moins. Oh, oui, okay. Parce qu'une fois que c'est en ballot, ça ne va pas sécher. Ah, OK. Donc, toi, quand tu vas les chercher, il faut vraiment qu'ils les aient fait comme il faut parce que tu ne peux plus les faire sécher davantage. Ouais. Okay. Et bon, donc, quels sont les avantages autres, peut-être la respiration de construire un ballot de paille? C'est un matériau naturel. C'est un matériau qui est aussi un sous-produit d'un autre processus. Fait que c'est un matériau que, pour le faire, ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Donc, le fait que ça soit un matériau naturel aussi, puis le fait que ça respire, ça nous force un peu à mettre des finitions naturelles aussi, ce qui contribue à la qualité d'air intérieur. Okay, garder la logique là, de laisser transparaître l'humidité. Exactement. Si on est dans une région qui a des ballots de paille facilement accessibles, c'est un matériau qui est local. Très bon taux d'isolation entre R28 et R40. Aussi, moi, ce que je trouve le fun avec le ballot de paille, c'est que c'est une technique de construction qui permet de vraiment réduire, voire même éliminer le bois structural dans les murs. OK. C'était assez économique, j'imagine, à l'achat? Oui, aussi, oui, quand même. Il doit y avoir quand même des contraintes. Oui, c'est sûr que ça crée des contraintes au niveau du design. Il faut planifier plus d'espace dans votre structure de base parce que juste moi, mes ballots de paille, mes murs de ballots de paille sont 20 pouces de large. Oui. Alors, au total, ça prend 300 pieds carrés à peu près de surface. En épaisseur de mur, là. En épaisseur de mur. Fait que c'est quand même important. Donc, ça, il faut le planifier dans le design. Aussi, ce que ça fait, c'est que ça fait des bordures de fenêtres et de portes très, très épaisses. C'est intéressant quand même parce que ça permet de mettre des petites tablettes. Oui, on va le voir sur les images. C'est ça. Puis sinon, c'est aussi au niveau du poids. Fait que si comme chez nous, on est sur pilotis, donc il y a vraiment une avancée par rapport à la structure de base. Il a fallu faire une structure qui soit capable d'être en projection. C'est ça. Donc ça, il fallait... est interne. Donc, ça, il fallait le dire à l'ingénieur qui a planifié
les solives de plancher pour qu'ils sachent que un mur de ballot de paille, ça pèse à peu près 30 livres par pied carré. Oui, OK. Ouais. Il y a vraiment un poids à supporter. Ouais. Donc, en point de vue structure, tu as la possibilité quand même de faire le type de toit que tu voulais. On voit toutes sortes de types d'architecture qui se font en ballot de paille quand même. Oui, en ballot de paille, au fait, tu sais, le design est vraiment flexible. On peut faire ce qu'on veut. J'ai des amis qui ont construit une maison en ballot de paille ronde. Oui, OK. Ça donne des possibilités géométriques différentes quand même. OK. Puis sinon, du point de vue structurel, le ballot de paille n'est pas porteur. Donc, la structure est Ça obligée... peut l'être. Ah, ça peut l'être? Dans mon cas, il ne l'est pas. Il est possible de faire, en fait, les premières maisons en ballot de paille étaient des maisons où il n'y avait pas de structure de bois. C'était vraiment parce qu'ils ont été conçus au Nebraska, où il n'y avait pas de bois, au fond. Puis eux, ils ont commencé, ils ont inventé la maison en paille parce qu'il n'y avait pas de bois, fait qu'ils ont utilisé ça comme des briques. OK. Ils ont mis le toit par-dessus, puis ça devient porteur. OK, ils ont réussi à avoir un appui quand même. Ouais. Parce que c'est quand même assez dense, hein? Donc, oui, mais il faut comprendre que c'est pas juste la paille qui fait la force structurelle, c'est la combinaison entre la paille puis le crépi. Il y a quand même 1 pouce de crépi de chaque bord, fait que ça fait un peu comme les panneaux isolés, les panneaux structurels parlons-en de isolés. la finition, justement. Oui. La finition que ça prend à l'intérieur, on ne laisse pas ça à la paille. Non, c'est ça, c'est important. On ne pas mettre un mur de gyps devant. Non, c'est important au fait parce que vu que ça joue un rôle structural, de bien appliquer une couche de crépi d'1 pouce de chaque bord du ballot de paille. L'autre chose que ça fait, c'est que ça le scelle, ça le protège contre... au fond, là, ça va agir un peu comme par air. Oui, OK. Donc, ça va éviter, si tu avais juste des ballots de paille puis il y avait un gros coup de vent, bien, tu sentirais le vent à l'intérieur quand même. Ouais. Donc, avec l'application du crépi, ça évite ça. Puis, ça le protège aussi contre, évidemment, des rongeurs et tout ça. Donc, à l'intérieur, on peut laisser le crépi comme finition? Absolument. Mais à l'extérieur, je crois ici, toi, tu n'as pas fait ce choix-là? Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce que, au fond, on a vu ici, on est quand même très exposé ici. Puis quand il pleut, parfois il pleut en horizontal. Puis on sait que dès qu'on a une finition en maçonnerie, il y a toujours possibilité d'avoir des petites fissures ici ou là. Fait que nous, on voulait éviter justement d'avoir des problèmes d'infiltration d'eau. Donc, on a mis une couche, on a mis un pare-pluie à l'extérieur en bois. OK. Donc, c'est quand même un parement de bois en déclin, en planche. Oui. Puis il y a un espace d'air qui est fait avec une latte verticale, j'imagine. Bien, nous, au fond, ici sur le ballot de paille, notre finition est au vertical. Fait que nos lattes sont à l'horizontale, mais ils sont espacées avec des chimes. OK. Pour permettre une circulation d'air derrière. Au niveau des coûts, est-ce que tu as pu constater un bénéfice à la construction, pas vraiment de différence? Ou... j'ai pas évalué si je voulais construire des murs de R, mettons 35, disons. Ouais, OK. En matériaux naturels, je sais pas combien ça coûterait. Je pense que ça coûterait au moins le coût de ce qu'on a payé pour le ballot de paille puis le crépi. J'ai pas fait l'évaluation. Ce que je peux dire, c'est que la paille, c'est pas très cher. Puis deuxième chose, c'est que la paille, en termes de main-d'œuvre, si c'est pas la personne, si c'est pas en autoconstruction, ça peut coûter plus cher parce que c'est plus de main-d'œuvre à faire. Ah oui, OK. Ouais. Mais ça t'a donné une maison qui n'est pas à 30 000 puis qui n'est pas à 500 000. Tu es quand même dans un coût de maison résidentielle raisonnable. Oui. OK. Donc, toi, tu fais autre chose. Tu as construit ta maison, tu l'as conçue, tu as une formation pour ça. Et qu'est-ce que tu fais avec ta maison? Tu en profites pour recevoir des gens, faire visiter? Oui. Je donne des ateliers de visite. Au fond, c'est une formation d'1 jour. C'est comme un cours d'introduction à l'éco-construction. Donc, je couvre vraiment... quand on veut penser quand on veut planifier un projet de construction écologique, ce à quoi il faut penser. Fait que c'est pas juste les matériaux, c'est aussi l'énergie, c'est l'eau, etc. Je couvre aussi les différents matériaux de construction naturelle, donc avantages, inconvénients, avec un focus sur le ballot de paille, évidemment, parce qu'on est ici. Je couvre aussi, je fais aussi une introduction au design solaire passif, puis à la science du bâtiment pour expliquer vraiment comment ça marche, cet aspect de transfert d'humidité à travers un mur de paille. Oui, particulièrement, évidemment. Et tu as une formation en permaculture?
Oui. Donc, ton oui. terrain est aménagé de cette façon-là, puis tu l'expliques en été aussi? Tu donnes des formations là-dessus? Aussi, oui, oui. On donne des cours d'introduction à la permaculture aussi. On va aussi donner cet été une formation sur les légumes vivaces et les polycultures. OK. On est en train d'implanter une pépinière de légumes vivaces ici sur le terrain. Ah, OK. Ici, ici même. Donc, ton site s'appelle Terracine? Oui. C'est le nom qu'on trouve facilement avec ça? Oui, Terracine. Puis au fond, l'origine du nom, c'est parce qu'on a fait un petit peu un brainstorming pour essayer de trouver quelque chose qui faisait du sens pour ici. Donc, ici, on est en palier. Ouais. Donc, des terrasses. En terrasse. Oui, en terrasse. Donc, terrasse, terre, racine. Donc, on a fait une combinaison de tout ça. On revient à l'origine. Ouais. Bon, c'est bien. Je te remercie pour ton temps. Merci. Et on invite les gens à aller consulter le site et à peut-être t'approcher pour une visite ou une formation. Merci.